Je commence par les rapporteurs, Madame Vanessa Pierre de l'Université de Lorraine, ici à ma gauche, et Madame Araja Ahmeli de l'Université Ahmad Sahri à ma droite, Monsieur Saïd Laoud qui va me joindre. D'accord. Monsieur Youssef Habibi qui est aussi en ligne. Malheureusement, parce que ça fait opérer. C'est excusé en quelque sorte, mais il est en ligne. Oui, il va intervenir en ligne. Monsieur Aman Jardin de l'Université de Haute-Alsace. Vous nous écoutez, Monsieur Jardin? Oui, Haute-Alsace, oui. Merci, monsieur. L'invitation. Ravi de faire partie de. Très bien. Monsieur Fadel de l'Université Radélienne, qui est à ma droite. Et bien sûr le directeur de thèse, monsieur Laclay. Alors on a des contraintes. Monsieur Habibi est en ligne. Monsieur Manjaba, il a des contraintes de temps. On va l'écouter. Vous pouvez Monsieur Jardin, à quelle heure vous restez avec nous sur les 5 pour le respect. Monsieur Jardin, il est là. J'ai pas bien compris la question. Il y a un deuxième. Monsieur Youssef Habibi. Monsieur Jardin, à quelle heure vous pouvez repartir? Vous restez avec nous jusqu'à quelle heure? J'aimerais rester jusqu'à 17h, heure du Maroc. D'accord. Donc on va essayer de respecter ça, Inch'Allah. Monsieur Youssef Habibi, vous nous écoutez? C'est Aziz Amin, président du jury. Monsieur Youssef Habibi, est-ce que vous écoutez? Moi je le vois. Bonjour, je suis là, Youssef Habibi. Très bien. Très bien, donc on va commencer. Monsieur Rissa Mechlou, vous avez à peu près 40 minutes pour nous présenter l'essentiel de votre travail de recherche de votre thèse. Donc vous avez la parole et en temps je demande aux membres du jury et aux collègues et aux familles participants ici de tenir vos téléphones. Fermez les téléphones. S'il vous plaît, il n'y aura pas de problème. Monsieur Rissa, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Respectueusement, jury, chers amis, chères familles, chers collègues. Avant de me lancer dans la présentation, je tiens à remercier les membres du jury pour l'intérêt qu'ils ont porté à mon sujet de thèse et pour avoir accepté de participer à cette soutenance. Je tiens également à remercier chaleureusement le public ici présent. Donc, mon sujet de thèse porte sur la transformation des rejets solides et liquides de l'industrie d'huile d'olive en différents matériaux carbonés à différentes utilités. Généralement, l'extraction d'huile d'olive, ou quel que soit le système utilisé, génère d'énormes quantités en rejet solide appelé grignon d'olive et en rejet liquide appelé margine, pour lequel le traitement d'une tonne d'olive peut générer jusqu'à 1600 litres de margine. Les margines sont un liquide résiduel très toxique, souvent rejeté dans la nature sans traitement préalable, ce qui peut causer de graves problèmes environnementaux à cause de son caractère phytotoxique, sa richesse importante en lipides à longue chaîne et de sa faible biodégradabilité, causant par la suite une destruction de la faune et de la flore des milieux récepteurs. Tandis que les grignons d'olive souffrent toujours d'une utilisation non encadrée. Alors, pour évaluer la charge polluante et la richesse en matière valorisable de rejets étudiés, nous avons effectué une analyse physico-chimique approfondie, dont les résultats ont montré que les margines utilisées ont un pH acide, une DCO, une DBO5 importante et une faible biodégradabilité, confirmant le risque qu'elles présentent lorsqu'ils sont rejetés dans la nature sans traitement préalable. D'autre part, les rejets étudiés ont présenté des teneurs très importantes en carbone qui peuvent atteindre jusqu'à 56% pour les grignons d'olive et jusqu'à 29% pour les margines, mettant en évidence ainsi leur valorisation par carbonisation. Alors, pour bien saisir la finalité de notre étude, nous avons adopté le plan suivant. Nous commencerons par un détail du processus de carbonisation utilisé, l'optimisation et le choix de la filière appropriée pour chaque charbon développé. Pour un deuxième temps, le charbon jugé apte à être utilisé dans les processus d'absorption sera fonctionnalisé et dopé et l'influence de la température de carbonisation sur sa capacité d'absorption sera étudiée.
La troisième partie est consacrée à une étude approfondie de l'influence de l'agent dopant sur les matériaux carbonés obtenus à partir des margines pour éliminer toutes sortes de polluants émergents, quelle que soit leur charge. La quatrième et la cinquième partie seront consacrées au développement de différents matériaux composites efficaces et sélectifs pour l'élimination, le traitement et la séparation de différents polluants émergents. Donc, nous avons carbonisé le rejet étudié par une méthode simple et propre basée sur la pyrolyse avec choc thermique à des températures comprises entre 500 et 950 degrés. Il faut comprendre que la carbonisation dans ces conditions passe par plusieurs étapes. Prenons par exemple la carbonisation du liquide passe par 4 étapes et la carbonisation du solide passe par 2 étapes. Pendant les manipulations de carbonisation, nous avons constaté que la carbonisation des grignots d'olive nécessite un contrôle sérieux de la masse surfacique et du temps de séjour. Et d'après une optimisation effectuée, nous avons trouvé une masse surfacique de l'ordre de 421 mg par cm², un temps de séjour d'ordre de 55 secondes à une température de l'ordre de 950 degrés sont les paramètres optimaux pour obtenir un rendement optimal de l'ordre de 55%. Nous avons également constaté que la carbonisation des margines nécessite un contrôle sérieux du taux de remplissage. Sinon, les margines débordent hors de la cellule lors de la carbonisation. Et d'après une optimisation effectuée, nous avons trouvé qu'un taux de remplissage de l'ordre de 30% à une température au-dessus de 800 degrés sont les paramètres optimaux pour obtenir un rendement optimal de l'ordre de 18%. Donc, nous avons caractérisé ces charbons développés d'une manière approfondie, dont les résultats de DX ont montré une teneur très importante en carbone qui peut atteindre jusqu'à 82%, ce qui montre leur pureté et leur propreté. L'analyse par spectroscopie infrarouge a montré qu'elle ne contient que des traces de NO2 adhérées lors du processus de carbonisation. L'analyse par diffraction de rayons X a montré qu'elle ne contient que des traces de NaCl et de carbonate. Et l'analyse par MED a montré que le charbon issu à partir des margines a présenté une porosité très importante, tandis que celui préparé à partir de grignots d'olive présentait une porosité inférieure et une structure compacte. Donc, nous avons testé ces charbons bruts dans le processus d'absorption de différents types de molécules, en particulier le bleu de méthylène cationique, l'orange de méthyle anionique, l'iode et le paracétamol neutre. Et les résultats ont montré que le charbon obtenu à partir des margines a présenté des capacités d'absorption très importantes qui peuvent atteindre jusqu'à 250 mg par gramme pour le bleu de méthylène, tandis que celui préparé à partir des grignots d'olive a présenté des capacités d'absorption 10 fois plus inférieures, donc il ne convient pas à ce genre de processus. Dans l'ensemble de cette partie, nous avons trouvé que la valorisation de ces rejets par carbonisation est faisable, mais sous des conditions précises. Les tests d'absorption ont montré que le charbon obtenu à partir des margines, il convient mieux à ce genre de processus. Donc, dans cette nouvelle partie, nous avons fonctionnalisé et dopé le charbon obtenu à partir des margines par une méthode simple et propre basée sur l'imprégnation dans l'acide phosphorique pendant 5 jours à une température ambiante. Et nous l'avons optimisé en termes de température de carbonisation pour obtenir une capacité d'absorption maximale. Donc, l'analyse par MED et par DET a montré une augmentation de la porosité et de la surface spécifique avec l'augmentation de la température de carbonisation, ce qui suggère que plus la température de carbonisation est importante, plus que la porosité et la surface spécifique sont importantes. Nous avons également examiné la composition organique et la richesse en sites actifs disponibles sur la surface au moyen de la spectroscopie infrarouge et d'analyse élémentaire par EDX, qui a montré que l'imprégnation dans l'acide phosphorique a permis d'augmenter significativement la teneur en oxygène sur la surface, ce qui suggère une richesse plus importante en sites oxygénés anioniques. L'analyse par spectroscopie infrarouge a confirmé les résultats de l'EDX, a montré que tous les charbons actifs développés ont une structure aromatique et une composition propre. Nous avons également examiné la composition
cristalline et minérale et la stabilité thermique au moyen de la diffraction des rayons X et au moyen de l'analyse thermique par ATD-ATG qui a montré une dégradation normale de ces charbons actifs développés en 3 étapes. Une première étape attribuée à l'élimination endothermique de l'humidité, suivie de 2 étapes exothermiques attribuées à l'élimination des impuretés adhérées lors de la carbonisation et à l'oxydation du carbone structurel en CO2. Nous avons également constaté que la teneur en humidité et l'énergie libérée lors de l'oxydation du carbone en CO2 augmentent significativement avec l'augmentation de la température de carbonisation, ce qui suggère une capacité d'absorption plus importante et une pureté plus importante. L'analyse par diffraction des rayons X a montré que tous les charbons actifs développés ne contenaient aucune impureté cristalline ou minérale et possèdent des structures amorphes, ce qui confirme l'efficacité de la méthode d'imprégnation utilisée dans l'élimination de la majorité des impuretés. Donc, nous avons testé ces charbons actifs dans l'élimination de 2 colorants basiques, en particulier le bleu de méthylène et le violet de méthyle, et les résultats de l'isotherme ont montré que la capacité d'absorption augmente significativement avec l'augmentation de la concentration résiduelle du milieu et c'est lié à l'augmentation du transfert des substrats d'un milieu à l'autre par gradient de concentration. Donc, nous avons traité les données isothermes par 5 modèles les plus appropriés pour décrire l'absorption en milieu aqueux, en particulier le modèle de Langmuir, Friedrich, Temke, Radlich-Peterson et Dubinin-Radlich-Kovich. Et nous avons utilisé le coefficient de détermination, le coefficient de détermination ajusté, le Kikan réduit et l'analyse de la variance ANOVA pour déterminer le modèle le plus approprié. Donc, d'après une analyse approfondie des résultats, nous avons trouvé que le modèle de Langmuir décrit mieux l'absorption de ces 2 substrats, ce qui suggère que leur absorption forme des monocouches homogènes sur la surface. Les sites d'interaction sont de même énergie et qu'il n'y avait pas d'interaction entre les substrats adsorbés. D'autre part, les résultats théoriques ont montré que la capacité d'absorption de ces charbons actifs augmente significativement avec l'augmentation de la température de carbonisation. Pour les 2 substrats, prenons par exemple le cas du violet du méthyle, la capacité d'absorption passe de 200 jusqu'à 1123 mg par gramme et c'est lié à l'augmentation de la porosité, de la surface spécifique et de la richesse en sites actifs disponibles sur la surface. Pour mieux comprendre le mécanisme, nous avons également effectué une étude cinétique dont les résultats ont montré que le mécanisme cinétique est composé de 2 étapes. Une étape rapide jusqu'à atteindre 80% de l'absorption, puis la cinétique devient lente jusqu'à ce que l'équilibre soit atteint. Nous avons également traité les données cinétiques par les 2 modèles cinétiques les plus relatifs pour décrire l'absorption en milieu aqueux, en particulier le modèle premier ordre et second ordre, et nous avons utilisé les mêmes paramètres que l'isotherme pour déterminer le modèle le plus approprié. Donc, d'après une analyse approfondie des résultats, nous avons trouvé que le modèle second ordre décrit mieux l'absorption des 2 substrats, ce qui suggère que leur absorption est liée au nombre de sites actifs disponibles sur la surface. D'autre part, les résultats théoriques ont montré que la cinétique de départ augmente significativement avec l'augmentation de la température de carbonisation. Prenons par exemple le cas du violet de méthyle, la cinétique de départ passe de 60 jusqu'à 283 mg par gramme par minute et c'est lié à l'augmentation de la densité en site actif avec l'augmentation de la température de carbonisation. Nous avons également effectué une étude thermodynamique dont les résultats ont montré que l'absorption des 2 substrats est endothermique, non ordonnée et les substrats ont été fixés sur la surface par des interactions physiques. D'autre part, l'absorption n'a été considérée favorable que pour les charbons obtenus à partir de 800 degrés, ce qui suggère que la pyrolyse flash à haute température est le mode de carbonisation le plus approprié pour obtenir des matériaux carbonés à partir des margines avec des propriétés intéressantes. Donc, dans l'ensemble de cette partie, nous avons trouvé que l'imprégnation
permet d'augmenter significativement la surface spécifique et la porosité en éliminant la majorité des impuretés. Elle permet également de créer de nouveaux sites actifs sur la surface. Et plus que la température de carbonisation est importante, plus que la surface spécifique, la richesse en sites actifs et la capacité d'absorption sont importantes. Comme une conclusion générale de cette partie, nous avons trouvé que la pyrolyse flash au-dessus de 800 degrés est le mode de carbonisation optimal pour obtenir des matériaux carbonés avec de propriétés intéressantes. Donc, dans cette nouvelle partie, nous avons fonctionnalisé et dopé le charbon obtenu d'une manière optimale, c'est-à-dire à partir des margines et à 950 degrés, pour obtenir avec différents agents activants, en particulier l'acide phosphorique, l'acide caustique et les chlorures de zinc, pour obtenir différents matériaux carbonés efficaces et sélectifs pour l'élimination et la séparation de polluants émergents. Donc, l'analyse par MEP et par BET a montré que tous les charbons actifs, quel que soit l'agent dopant, ont montré des porosités importantes et des surfaces spécifiques qui peuvent atteindre jusqu'à 1940 m² par gramme, ce qui confirme l'efficacité de la méthode d'imprégnation utilisée. L'analyse par EDX a montré que l'imprégnation dans l'acide phosphorique permet d'augmenter significativement la teneur en oxygène sur la surface, ce qui suggère une richesse plus importante en sites oxygénés anioniques. L'EDX lié au CAM Z1Cl2 confirme la fixation des ions Zn2+, sur la surface, ce qui montre une efficacité plus importante. Le CAM NaOH a présenté la teneur la plus importante en carbone qui peut atteindre jusqu'à 94%, ce qui suggère une pureté et une propreté importante, mais malheureusement une richesse en site actif inférieure. L'analyse par spectroscopie infrarouge a montré l'élimination et la dégradation de la majorité des impuretés après imprégnation, avec une augmentation de l'intensité de la bande relative à la présence d'oxygène pour le CAM H3PO4 et la fixation des ions Zn2+, sur la surface du CAM ZnCl2. L'analyse thermique par ATT-ATG a montré que tous les charbons actifs ont montré des dégradations normales en 3 étapes et nous avons remarqué une augmentation de la teneur en humidité après imprégnation pour quel que soit l'agent activant, ce qui suggère une capacité d'absorption plus importante. L'analyse par diffraction des rayons X a montré que tous les charbons actifs développés, quel que soit l'agent dopant, ne contenaient aucune impureté cristalline et minérale et présentent des structures amorphes. Donc, nous avons testé ces charbons actifs dans l'élimination de différentes molécules avec différentes charges, en particulier le bleu de méthylène cationique, l'orange de méthyle anionique et le paracétamol neutre. Et les résultats ont montré que le bleu de méthylène est mieux absorbé sur la surface du CAM H3PO4, l'orange de méthyle est mieux absorbé sur la surface du CAM ZnCl2 et le paracétamol, qui est une molécule neutre, il s'est absorbé sur toutes les surfaces d'une manière similaire. Donc, l'analyse approfondie des résultats isothermes a montré que l'absorption des substrats de bleu de méthylène et du paracétamol sur la surface du CAM H3PO4 a été mieux décrite par le modèle de Langmuir, ce qui suggère que leur absorption forme des monocouches homogènes sur la surface, tandis que l'absorption de l'orange de méthyle sur la surface du CAM ZnCl2 a été mieux décrite par le modèle de Rablish-Pachalski. C'est un modèle hybride qui suggère qu'à haute concentration, il y avait une formation de monocouches homogènes, tandis qu'à faible concentration, il y avait la formation de multicouches hétérogènes. D'autre part, les résultats théoriques ont montré des capacités d'absorption très importantes pour toutes les combinaisons, qui peuvent atteindre jusqu'à 1010 mg par gramme pour le bleu de méthylène, 500 mg par gramme pour l'orange de méthyle et 470 mg par gramme pour le paracétamol. L'analyse des résultats obtenus lors de l'étude cinétique ont montré que le modèle pseudo-second ordre décrit mieux l'absorption dans toutes les combinaisons, ce qui suggère que tous les substrats, ou bien l'absorption de tous les substrats sur tous les charbons actifs développés est liée au nombre de sites actifs disponibles sur la surface.
D'autre part, les résultats théoriques ont montré des cinétiques de départ très significatives pour les 3 combinaisons étudiées, oscillant entre 51 et 184 mg par gramme par minute. Les résultats thermodynamiques ont montré que l'absorption de tous les substrats sur toutes les surfaces des matériaux carbone développés a été endothermique, favorable, non ordonnée, et tous les substrats ont été fixés sur la surface par des interactions physiques. Nous avons essayé de séparer les substrats étudiés en effectuant des tests d'absorption simultanés et en profitant de la sélectivité des matériaux carbonés développés, et les résultats ont montré que plusieurs séparations sont possibles, en particulier la séparation du bleu de méthylène, d'orange du méthyle sur le CAM H3PO4-APH9, la séparation des mêmes substrats sur le CAM NCL2-APH4, la séparation du bleu de méthylène du paracétamol sur le CAM NCL2-APH4 et la séparation d'orange du méthyle sur le CAM H3PO4, la séparation d'orange du méthyle du paracétamol sur le CAM H3PO4-APH9. Dans l'ensemble, nous avons trouvé que l'imprégnation permet d'augmenter significativement la surface spécifique en éliminant la majorité des impuretés adhérées au pore, créer de nouveaux sites actifs disponibles sur la surface, augmenter la sélectivité et la capacité d'absorption des matériaux développés, mais le plus important, c'est d'orienter les propriétés de surface vers un substrat donné. Donc, dans cette partie, nous avons essayé d'améliorer la capacité d'absorption des matériaux carbonés obtenus à partir des margines en leur ajoutant un élément à effet attracteur dans leur composition avant la carbonisation, en particulier les éléments d'aluminium qui sont connus par leur large utilisation dans les processus de coagulation-flocculation afin d'obtenir un matériau carboné composite carbone-aluminium efficace et sélectif pour l'élimination et la séparation des colorants industriels. Donc, dans cette partie, nous avons optimisé la teneur ajoutée en ion d'aluminium dans la gamme entre 0 et 0,75%. L'analyse par MED et par DET a montré une diminution de la surface spécifique et de la porosité avec l'augmentation de la teneur en ion d'aluminium ajouté, et c'est lié à leur effet agglomérant. L'analyse par EDX a confirmé la fixation des ions d'aluminium sur la surface, et cette fixation est accompagnée avec une augmentation excessive de la teneur en oxygène, ce qui suggère une richesse plus importante en sites oxygénés anioniques. L'analyse par spectroscopie infrarouge a confirmé les résultats de l'EDX et a montré l'augmentation en intensité des bandes relatives à la présence de l'oxygène lié à l'aluminium, en particulier la bande ALOOH, la bande ALO et d'autres. L'analyse thermique par ATD-ATG a montré une dégradation toujours normale de ces composites de carbone, et nous avons trouvé également que la teneur en humidité augmente significativement avec l'augmentation de la teneur en ion d'aluminium ajouté jusqu'à atteindre sa valeur maximale de l'ordre de 32% pour le CAM 0,5% aluminium, ce qui suggère que plus la teneur en aluminium est importante, plus que la capacité d'absorption est importante. L'analyse par diffraction des rayons X a montré l'apparition d'une nouvelle phase qui augmente l'intensité avec l'augmentation de la teneur en ion d'aluminium ajouté, et cette phase est liée à la présence de particules aluminium-phosphate. Donc, nous avons testé ces matériaux carbonés dans l'élimination sélective, bien l'absorption sélective de deux colorants de charge opposée, en particulier le vert de malachite cationique et le jaune acide 61 anionique. L'analyse approfondie des résultats isothermes a montré que les substrats du verre de malachite ont été absorbés, ou bien l'absorption des substrats du verre de malachite sur les composites de carbone-aluminium développés a été mieux décrite par le modèle de Langmuir, ce qui suggère que ces substrats forment des monocouches homogènes sur la surface. Tandis que l'absorption des substrats de jaune acide 61 a été mieux décrite par le modèle de Dubinin-Radlich-Kovich, ce qui suggère que les substrats du jaune acide 61 forment des multicouches hétérogènes sur la surface avec une distribution gaussienne des énergies. D'autre part, les résultats théoriques
ont montré une augmentation de la capacité d'absorption pour le verre de malachite avec l'augmentation de la teneur en ion d'aluminium ajouté jusqu'à atteindre sa valeur maximale de l'ordre de 1063 mg par gramme pour le CAM 0,5% aluminium puis elle rechute. Tandis que la capacité d'absorption pour le jaune acide 61 elle diminue et c'est lié à l'augmentation de la densité en site oxygéné anionique sur la surface qui entraîne des forces d'attraction pour le verre de malachite qui est cationique et des forces de répulsion pour le jaune acide 61 qui est anionique. Tandis que la surface ou bien la chute de la surface spécifique et de la porosité ont été les responsables sur la chute de la capacité d'absorption au-dessus de 0,5% aluminium. Donc l'analyse approfondie des résultats cinétiques a montré que le modèle pseudo-second ordre décrit mieux l'absorption des deux substrats, ce qui suggère que leur absorption est liée au nombre de sites actifs disponibles sur la surface. D'autre part, les résultats théoriques ont montré que la cinétique de départ augmente significativement pour le verre de malachite, bien sûr, augmente significativement avec l'augmentation de la teneur en ion d'aluminium ajouté, tandis que la cinétique de départ pour les substrats du jaune acide 61, elle diminue jusqu'à ce qu'elle devienne nulle, et c'est lié à l'augmentation de la densité en site oxygéné anionique qui génère des forces d'attraction pour les molécules cationiques et des forces de répulsion pour les molécules anioniques, en particulier le jaune acide 61. Les résultats thermodynamiques ont montré que l'absorption des deux substrats a été endothermique, non ordonnée, et les substrats ont été fixés sur la surface par des interactions physiques. D'autre part, l'absorption n'a été considérée favorable que pour le verre de malachite, tandis que l'absorption a été difficile pour le jaune acide 61. Donc, nous avons essayé de séparer les deux substrats étudiés en effectuant des tests d'absorption simultanée et en profitant de la sélectivité des matériaux composites développés, et les résultats ont montré que les résultats de l'absorption simultanée sont en accord avec les résultats de l'absorption individuelle dans la mesure où une séparation entre ces deux substrats a été effectuée avec une efficacité qui peut atteindre jusqu'à 100%. Dans l'ensemble, nous avons trouvé que l'insertion d'un élément à effet attracteur dans les margines avant leur carbonisation permet d'augmenter significativement la teneur en site actif sur la surface, mais comme un inconvénient de cette méthode, nous avons remarqué une chute de la porosité et de la surface spécifique, et pour une capacité d'absorption optimale, il faut trouver la bonne combinaison entre ces deux paramètres. Donc, dans cette nouvelle partie, nous avons confirmé la méthode utilisée, ou bien la méthode d'insertion utilisée dans la partie précédente, en mettant en application d'autres éléments, et en particulier un oxyde, l'oxyde l'oxocalcium, pour développer, qui est connu généralement par son large utilisation dans les processus de coagulation, floculation comme aide coagulant pour obtenir un matériau carbone oxocalcium efficace et sélectif pour éliminer les pronions émergents. Donc, dans cette partie, nous avons optimisé la teneur en oxocalcium ajouté dans la gamme entre 0 et 1,42%. Donc, l'analyse par MED et par BET a montré une diminution de la porosité et de la surface spécifique avec l'augmentation de la teneur en ion d'oxocalcium ajouté, et c'est lié à leur effet agglomérant. L'analyse par EDX confirme la fixation des ions de Ca2+ sur la surface, et cette fixation est accompagnée avec une augmentation importante de la teneur en oxygène sur la surface, ce qui suggère une richesse plus importante en site oxygéné anionique. L'analyse par spectroscopie infrarouge confirme toujours les résultats de DX et montre l'augmentation en intensité des bandes relatives à la présence de l'oxygène liées au calcium et non liées, ainsi que d'autres. L'analyse thermique par ATD-ATG a montré toujours une dégradation normale de ces composites de carbone, et nous avons remarqué une augmentation de la teneur en humidité après l'ajout des ions, bien des éléments d'oxocalcium, ce qui suggère une capacité d'absorption plus importante.
L'analyse par diffraction des rayons X a montré l'apparition toujours d'une nouvelle phase qui augmente en intensité avec l'augmentation de la teneur en oxocalcium ajouté, et cette phase est liée à la présence de particules carbure de calcium. Donc dans cette partie, nous avons testé les matériaux composites développés dans l'élimination de ou bien l'absorption du paracétamol qui est neutre et du bleu de méthylène. Et l'analyse approfondie des résultats isothermes a montré que l'absorption du bleu de méthylène a été mieux décrite par le modèle de Langmuir sur les composites ayant une teneur inférieure à 0,1% oxocalcium. L'absorption des mêmes substrats sur le composite ayant une teneur 0,3% oxocalcium a été mieux décrite par le modèle de Radlisch-Pachelson, et l'absorption des mêmes substrats sur les composites ayant une teneur supérieure à 0,3% a été mieux décrite par le modèle Dubinin-Radlisch-Kovich, ce qui suggère que le phénomène de la multicouche est favorisé avec l'augmentation de la teneur en oxocalcium ajouté. Et c'est confirmé également dans l'absorption du paracétamol qui a été mieux décrite par le modèle de Langmuir sur les composites ayant une teneur inférieure à 0,1% oxocalcium, et a été mieux décrite par le modèle Dubinin-Radlisch-Kovich sur les composites ayant une teneur supérieure à 0,3% oxocalcium. D'autre part, les résultats théoriques ont montré que la capacité d'absorption pour le bleu de méthylène augmente significativement avec l'augmentation de la teneur en oxocalcium ajouté, tandis que la capacité d'absorption pour le paracétamol est diminue, et c'est relatif à l'augmentation de la densité en site oxygéné anionique sur la surface qui génère plus de force d'attraction pour le bleu de méthylène, tandis que la chute de la porosité et de la surface spécifique sont les responsables de la chute de la capacité d'absorption pour le bleu de méthylène au-dessus de 0,3% oxocalcium, et la chute de la porosité du paracétamol avec l'augmentation de la teneur en oxocalcium ajoutée. Les résultats thermodynamiques ont montré que l'absorption du bleu de méthylène a été exothermique, favorable et ordonnée, tandis que l'absorption du paracétamol a été endothermique, difficile et aléatoire. D'autre part, les substrats ont été fixés sur la surface, toujours par des interactions physiques. Nous avons effectué une étude cinétique, mais cette fois juste sur le composite obtenu d'une manière optimale, c'est-à-dire le CAM 0,3% oxocalcium à différentes températures, et nous avons trouvé que le modèle de second ordre décrit mieux l'absorption des deux substrats pour quelle que soit la température de travail utilisée. D'autre part, les cinétiques de départ ont été significativement importantes pour les deux substrats. Cette figure présente l'évolution du logarithme népérien de la constante cinétique du modèle de second ordre en fonction de l'inverse de température. Il s'agit d'une droite caractérisée par des coefficients de détermination importants, ce qui montre la bonne corrélation entre les résultats obtenus et entre les deux paramètres développés. À partir de cette droite, nous avons pu déterminer l'énergie d'activation qui est comprise entre 8 et 5 kJ par mol, ce qui suggère que l'absorption des deux substrats a été rapide avec des interactions physiques attribuées à une faible barrière potentielle. De la même droite, nous avons pu déterminer l'entropie d'activation qui est négative pour les deux substrats, ce qui montre la chute de l'entropie à l'atteinte de l'état de transition. D'autre part, ces entropies ont été comprises entre moins 200 et moins 300 joules, moins 1 Kelvin, moins 1, ce qui suggère que les deux substrats ont été fixés sur la surface par des interactions bidentaires. Dans l'ensemble de cette partie, nous avons confirmé que l'insertion in situ d'un élément à effet attracteur, quel que soit sel comme les chlorures d'aluminium, oxyde comme l'oxocalcium, permet d'augmenter la teneur en site actif disponible sur la surface, mais toujours comme un inconvénient de cette méthode, il y avait une diminution ou bien une chute de la porosité et de la surface spécifique, et pour une capacité d'absorption maximale, il faut choisir la bonne combinaison entre ces deux paramètres. Nous avons également essayé de comprendre le mécanisme diffusionnel
en traitant les données cinétiques par les modèles de diffusion les plus appropriés pour décrire l'absorption, la diffusion dans l'absorption au milieu aqueux, en particulier le modèle intra- et interparticulaire, et nous avons confirmé les résultats par le modèle de Boyd et par la fonction ln de C est égale à F de I. Nous avons trouvé que ni la diffusion intra ni interparticulaire n'ont constitué l'étape cinétiquement déterminante, mais plusieurs étapes sont chevauchées à la fin. D'autre part, c'est confirmé par le non-traverse à l'origine du modèle de Boyd et par la non-linéarité de la fonction ln de C est égale à F de I. Nous avons essayé également de comprendre le mécanisme chimique en effectuant des tests par spectroscopie infrarouge avant et après absorption. Et les spectres, nous avons constaté que les spectres après absorption sont souvent composés de trois types de bandes. Les bandes relatives à la composition des matériaux carbone développés, les bandes relatives à la composition des substrats confirmant leur fixation sur la surface et de nouvelles bandes apparues responsables des interactions entre les substrats et les surfaces développées. Prenons par exemple le cas du bleu de méthylène, qui est une molécule cationique. Nous avons remarqué l'apparition de l'interaction pipi à 2300 cm-1, l'interaction NO à 2000 cm-1, l'augmentation en intensité de la bande relative à la présence des liaisons OH et l'apparition de nouvelles bandes SO, ce qui suggère que les molécules cationiques, en particulier le bleu de méthylène, ont été fixées sur la surface par des interactions pipi, par des interactions électrostatiques et par des liaisons hydrogènes. Nous avons, pour le cas du paracétamol, nous avons également remarqué l'apparition de la bande pipi à 2400 cm-1, l'augmentation en intensité de la bande relative à la présence de liaisons NH, ce qui suggère que les molécules de paracétamol ont été fixées sur la surface par des interactions pipi et par des liaisons hydrogènes. Pour le cas d'une molécule anionique, en particulier l'absorption d'orange du méthyle sur la surface du CAMS NCl2, nous avons remarqué la disparition de la bande OZN+, ce qui suggère sa contribution dans l'absorption. Donc peut-être les molécules anioniques ont été fixées sur la surface par des interactions électrostatiques. Nous avons également essayé d'évaluer la stabilité des matériaux carbonés développés dans cette thèse en effectuant des tests de réutilisation, absorption, désorption pendant 5 cycles. Et les résultats ont montré que tous les matériaux carbonés développés ont des stabilités importantes dans la mesure où ils peuvent être utilisés d'une manière répétée sans perdre leur performance. Donc, dans cette étude, nous avons transformé les margines et les grignons d'olive en différents matériaux carbonés pour éliminer toutes sortes de polluants émergents. Et les résultats ont montré que la valorisation de ces rejets par carbonisation est faisable, mais sous des conditions précises. Nous avons trouvé que le charbon issu des margines, il convient mieux au processus d'absorption. Nous avons trouvé que la pyrolyse flash à haute température est le mode de carbonisation le plus approprié pour obtenir des matériaux carbonés avec de propriétés intéressantes. Nous avons trouvé que le dopage permet d'orienter les propriétés de surface vers un substrat donné. Nous avons trouvé également que l'insertion in situ d'un élément effet attracteur, quel que soit oxyde, sel, permet d'améliorer la sélectivité et la capacité d'absorption des matériaux carbone développés. Nous avons essayé de comprendre le mécanisme chimique et le mécanisme diffusionnel et nous avons évalué la stabilité des matériaux carbonés développés. Dans l'ensemble, la méthode adoptée permet de traiter deux volets. Premièrement, la valorisation des sous-produits toxiques de l'industrie de l'huile d'olive en protégeant l'environnement de leur toxicité et en ajoutant une nouvelle source de bénéfices pour les agriculteurs. D'autre part, les matériaux carbonés développés dans cette thèse ont été efficaces et sélectifs pour l'élimination, le traitement et la séparation de molécules organiques, ce qui permet d'élargir leur secteur d'utilisation. Donc, on peut les utiliser dans des processus environnementaux comme des processus industriels, ce qui répond au challenge production durable et un environnement propre. Comme perspective liée à ce projet, nous comptons bien procéder à un essai pilote du processus
développée, mettre en œuvre la méthode développée pour la valorisation de grandes quantités de margines stockées dans les grands bassins des unités d'extraction d'huile d'olive. Comme perspective pour les futurs chercheurs, j'aimerais bien voir cette méthode appliquée dans la même, ou bien pour traiter d'autres types de rejets riches en carbone. Et comme perspective personnelle, je compte développer d'autres matériaux carbonés pour le traitement, l'élimination et la séparation des polluants et des gaz. Et le plus important pour moi, établir de nouvelles méthodes pour comprendre le mécanisme d'absorption dans les milieux aqueux et en milieu gazeux. Merci pour votre attention.